Bonjour Christine, merci de me recevoir dans ta jolie librairie, la librairie aux 24 livres à Hyères. Donc j'ai décidé d'interviewer Christine parce que je pense que le point de vue d'un libraire est très très enrichissant pour vous autant qu'auteur. Merci de me recevoir. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis Christine, je suis libraire aux 24 livres depuis 20 ans. Voilà, notre établissement célèbre ses 20 ans cette année. Et en direction, on a Céline Noël Haro, voilà, et moi-même. Voilà, on est une librairie généraliste. Voilà, et on est 6 libraires. Voilà, et moi je suis plutôt dédiée à la section jeunesse, mais pas que. Voilà, la gestion des achats, des animations, de la formation aussi également des libraires. Voilà. Alors dans cet entretien, en fait, Christine, j'aimerais te poser des questions avec 2 regards différents. Alors je voudrais que tu aies un premier regard autant que libraire, prescripteur auprès des lecteurs, et un deuxième regard autant que libraire sur l'univers du livre. Voilà. Alors, la première question. Ton regard en tant que libraire, prescripteur auprès des lecteurs. Est-ce que les lecteurs sont séduits dans un premier temps par la couverture et le résumé ? Oui, le livre en tant qu'objet, c'est important. Donc effectivement, éditeurs, libraires et lecteurs ont une certaine attente par rapport à l'objet livre. Donc oui, c'est important, la couverture, la 4e de couverture en librairie. Oui, c'est vrai. Okay. Est-ce qu'il y a une tendance, c'est-à-dire que lorsque le lecteur entre dans ta librairie, est-ce que tu remarques quel est son premier geste ? Est-ce qu'il regarde toutes les couvertures ? En fait, ça dépend sûrement des lecteurs, oui. Entre ceux qui savent ce qu'ils veulent et oui. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, oui. Est-ce qu'ils entrent dans la librairie en cherchant un livre comme on cherche un objet de plaisir, on va dire, en quelque sorte. Voilà. Comment rentrent-ils dans la librairie ? Dans quel état d'esprit ? Est-ce qu'ils sont guidés par les jolies couvertures ? Après, ils saisissent le livre et ils regardent le résumé et ils font leur choix de cette manière-là ? Alors, il y a plusieurs profils de lecteurs. On va avoir le lecteur qui aime se promener, découvrir par lui-même et choisir des ouvrages. Sans prescription. Quand je dis prescription, c'est que les libraires font des bandeaux, des notules, et certains lecteurs vont suivre l'avis des libraires, et d'autres, au contraire, vont aimer chaparder et découvrir des ouvrages sur les étagères. On a des profils de lecteurs qui sont fidèles à des maisons d'édition et à des lecteurs. Voilà, donc ça, c'est important de le savoir, ou à un genre, tout simplement. Donc on a eu quand même, et on est toujours dans des modes aussi de séries et de sagas. Ah d'accord. Voilà, donc on a des lectrices qui sont en attente de ce type de lecture. On va avoir des lecteurs de livres historiques, de lecteurs de biographie, et puis des lecteurs de polar. Voilà, donc ils s'inscrivent tous dans des grandes familles. Et l'idée, c'est de les orienter. Mais encore une fois, il y a une multitude de lecteurs, ce qui permet aussi une multitude de librairies. Puisque chaque librairie a sa sensibilité. Et chaque libraire a sa sensibilité et ses recommandations et ses prescriptions. Et c'est ce qui fait l'intérêt aussi du métier. Voilà. Merci pour ce point complet. Tu viens de faire 4 questions en une. Voilà. Donc, tant mieux. Alors, comment évalues-tu les préférences de lecture du client lorsqu'il entre dans ta librairie ? Comment tu sais, le client il vient te voir, il te dit bon ben j'ai un genre qui me plaît, j'ai un genre littéraire, j'aimerais quelque chose un peu. Lui il ne sait pas, hein, il vient vraiment chercher un livre. Il te parle plus d'un genre littéraire qu'il recherche ou est-ce qu'il vous laisse libre ? Est-ce qu'il laisse libre les libraires dans le choix du genre littéraire ou il vient quand même avec un genre littéraire en tête ? Alors, les deux sont possibles. Ah, ok, d'accord. Super. Tout est possible en librairie. Voilà, au niveau de l'accueil du public, tout est possible. Tous les profils sont... Voilà, il faut d'ailleurs, c'est ce qui fait la subtilité du libraire, c'est qu'il doit s'adapter selon le lecteur qu'il a face à lui. Donc, tout profil est accepté et c'est toujours très stimulant puisque ça demande une adaptation constante du libraire. L'exercice le plus compliqué pour le lecteur comme pour le libraire, c'est quand on souhaite offrir un livre. Ah. Ça, c'est l'exercice le plus dur, puisque le lecteur aimerait vraiment marquer l'esprit de la personne qui va recevoir l'ouvrage. Et en même temps, il ne sait pas trop
voilà, quel ouvrage il peut offrir, et au libraire d'essayer de correspondre aux attentes du lecteur qui va offrir le livre. Voilà, ça c'est un exercice qui demande du temps. Voilà, donc c'est toujours un conseil qui va prendre plus de temps pour essayer de cibler au mieux la personne qui va recevoir l'ouvrage. Voilà, ça c'est l'exercice qui est plaisant, voilà, et qui est vraiment très stimulant puisqu'il va falloir correspondre aux attentes des uns et des autres. Voilà, quelle que soit la section, que ce soit en adulte ou en jeunesse. Ouais. Christine, est-ce que tu peux partager avec nous un souvenir mémorable d'un lecteur qui a dit qui est revenu vous voir dans la librairie pour dire écoutez, vous m'aviez recommandé cet ouvrage et ça a vraiment changé ma vie, ou est-ce que tu as un souvenir marquant d'un lecteur qui a été marqué par un livre? Voilà. Alors oui. En fait, en section jeunesse, on a, il y a quelques années, on avait fait une présentation ado et on s'est retrouvé avec des gamins qui décrochaient, voilà, dont un, en l'occurrence. Donc c'était la période du collège. Et on fait la présentation, donc un peu forcé par sa maman. Et en fait, le gamin accroche sur une ou deux de nos lectures, donc il s'oblige. Et ce qui est super sympa, c'est qu'on se revoit régulièrement, voilà, qui fait des études supérieures et qui a vraiment une connivence et un souvenir commun, une expérience partagée qui a changé des choses pour lui, voilà, une lecture qui a changé son point de vue sur la littérature. Et ça, c'est une réussite, et on en a plusieurs. Et alors, effectivement, le lectorat adulte est plutôt un public déjà sensibilisé. Et nous, en jeunesse, on a cette période charnière d'enfants lecteurs qui deviennent pré-ados et ados et qui sont sollicités par, c'est normal, hein, par la nécessité de faire des expériences sociales et voilà, donc ils s'ouvrent aussi sur le monde. Et donc, il y a effectivement cette mise au coin de la lecture. Et lorsqu'on arrive à les réattraper et leur redonner l'envie et d'entretenir cette bibliothèque et ces lectures personnelles, ça c'est réussi. Voilà. Donc on en garde toujours des bons souvenirs et ce sont des lecteurs un peu spéciaux pour nous, puisqu'effectivement on les voit grandir, on les voit partir, et c'est toujours beaucoup d'émotions de les retrouver, et il y a toujours beaucoup de... je peux le dire, d'amitié quand on se retrouve. Voilà. Et je trouve que c'est des beaux compagnons de vie. Voilà. Et c'est ça qui est important dans une librairie qui s'inscrit dans une communauté aussi, et dans la vie des gens, c'est qu'on grandit avec et on vieillit avec. Ça, c'est encore autre chose. Et on les accompagne dans les bons et les mauvais moments, et c'est la particularité, je pense, des librairies qui s'inscrivent dans des centres-villes, et voilà, et qui fidélisent des familles, et c'est toujours très émouvant de suivre leur parcours de vie. Voilà, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de notre métier. Oui, mais il y a des très beaux moments, des moments de joie, des moments de peine, mais effectivement, de rattraper des gamins lecteurs et d'entretenir cet intérêt pour le papier et la lecture, c'est important pour nous. Merci, c'était très sympa ce petit moment. Alors, j'ai une petite question qui va concerner plus les auteurs indépendants. Est-ce que c'est compliqué pour un libraire de proposer un livre d'un auteur auto-édité ? Alors, ça l'est. Ça l'est parce que les lecteurs sont aussi des auditeurs de radio, de télévision, et ils sont aussi lecteurs de presse papier. Et la prescription, pour eux, c'est important. Voire même, aujourd'hui, en 2023... du fait de l'inflation, les gens réfléchissent à 2 fois lorsqu'ils achètent, quel que soit d'ailleurs le magasin qu'ils fréquentent, que ce soit de l'alimentaire ou du culturel ou autre. Donc c'est de moins en moins évident de quitter les parcours balisés. Et pour nous aussi, c'est-à-dire que même lorsqu'on va conseiller des lectures d'éditeurs confirmés, il va y avoir quand même pour eux cette idée de oui, mais le prescripteur que je suis n'en a pas parlé,
Voilà, donc on parle de grandes émissions télé. Je ne sais pas si tu veux qu'on les cite, mais Oui, voilà, on peut, la grande librairie est toujours très attendue. Voilà, Télématin, Télérama, voilà, etc. Tout le monde, bien sûr, est fidèle à sa prescription. Et c'est vrai que les gens ont une certaine attente par rapport, clairement, rapport qualité-prix. D'accord. Voilà, ce qui donne un exercice supplémentaire aussi pour nous. Alors, le libraire, mais comme tout commerce, depuis l'après-Covid, on jongle en fait entre les attentes des uns et des autres, et il faut totalement s'adapter selon les circonstances. Et là, on est dans cette parenthèse où les gens ont vraiment une attente par rapport à ce que j'achète, mes attentes et mon plaisir. Voilà, donc effectivement, par rapport au travail de libraire, le circuit du livre fait que les éditeurs nous sensibilisent 2 à 3 mois avant les publications des livres pour qu'on puisse orienter les lecteurs. Donc nous, on a lu en amont, on a eu des recommandations qu'on suit ou qu'on ne suit pas, mais on a déjà une idée de ce qui arrive sur nos tables. Et généralement, pour le circuit de l'auto-édition, il y a le travail est déjà fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sensibilisation en amont, on arrive avec un produit déjà formaté, sans concertation avec le libraire, il n'y a pas vraiment d'échange, on arrive avec un produit qui est brut. Alors là, je parle pour mon cas personnel, on est sur une publication pour l'expérience que j'ai par rapport à l'auto-édition, à 99%, c'est ça. J'ai écrit, j'ai fait, c'est prêt, mettre sur les tables. Le libraire ne travaille pas comme ça. Il travaille en amont, il a besoin de préparation, il a besoin de lecture, de valider ou non si oui ou pas ce sera sur les tables, et d'adapter ses quantités. Et justement de voir aussi s'il a un public qui correspond au livre. Ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est-à-dire que sur un programme éditorial, on ne prend pas tout. Voilà, parce que oui, on a le public, non, on ne l'a pas. Donc on est sur 2 approches totalement différentes. Alors, c'est plus confortable de travailler effectivement avec des éditeurs confirmés puisqu'on a plus de travail en amont qu'avec de la librairie, de l'auto-édition où c'est brut et où c'est parfois un dû. Ce qui fait que le rapport librairie et libraire et auto-publication, auto-édition n'est pas forcément confortable. Voilà. Alors, je voudrais rebondir. Après, c'est un aparté. Oui. Nous, on a travaillé différemment. C'est-à-dire que tu es venu avec un projet. Oui, alors justement, c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que je te dis à 99%. C'est pour ça que moi, dans la formation que je propose aux auteurs, en fait, je leur propose un mécanisme où le contenu de l'ouvrage doit être validé avec le libraire, le premier libraire, près de chez soi ou autre. Il y a forcément un libraire qui, si on arrive avec un projet clair, avec un calendrier, avec une planification, avec une feuille de route auprès de son libraire, comme j'ai fait pour venir te voir d'ailleurs, parce que Christine, justement, quand je suis venue la voir, j'ai demandé un rendez-vous et je lui ai présenté le projet, vraiment le projet. Je lui ai pas présenté mon produit brut de pommes. Donc voilà, j'ai présenté mon projet et par rapport au contenu de mon projet, j'ai attendu la validation en quelque sorte de Christine et de Céline, ton associée. Pour mettre en œuvre tout le mécanisme. Est-ce que je me serais lancée si Christine ne m'avait pas validé? Ça aurait été plus compliqué parce que ça veut dire que j'avais du travail. Christine m'aurait dit, écoute, je pense que non, il y a encore du travail et autres. Un professionnel de plus de 20 ans qui vous dit ça, faut prendre en compte, faut retravailler, faut revenir la voir avec un autre projet, ça vaut le coup. Ce sera dans 6 mois, ce sera dans 1 an, et je pense que autant que libraire, non, est-ce que tu t'ouvrirais ta porte à quelqu'un qui remettrait en cause son projet, qui retravaillerait, je dis pas dans ton sens, mais dans un sens plus global auprès des lecteurs, parce que vous représentez quand même le point central, on va dire, dans la commercialisation d'un livre. Oui, il vaut mieux prendre le temps de retravailler un projet parce que, et ça c'est intéressant de le dire et de le signifier, c'est quand on écrit un livre, c'est intéressant aussi de découvrir que derrière il y a une économie. C'est-à-dire qu'il y a un marché. Il y a un marché du livre, il y a une économie du livre et on n'écrit pas un livre pour soi.
C'est-à-dire qu'on arrive dans un domaine avec des tendances, avec des attentes, et écrire pour soi, soit, dans ces cas-là, on assume. J'écris un livre pour moi, mon entourage, ma famille. Pourquoi pas? Dans ces cas-là, il n'y a pas de rapport au libraire. Soit effectivement, j'ai une véritable volonté de commercialiser un produit, un objet, enfin un livre. Et dans ces cas-là, je vais travailler et écouter ce que l'on me dit. Le libraire n'est pas un directeur éditorial. Le libraire n'est pas un éditeur. Donc, effectivement, il y a des relations qui se mettent en place qui sont assez exceptionnelles. Ce qui est le travail qu'on a mené en est un. C'est un travail exceptionnel. Et encore une fois, sur l'auto-édition, on est à 98% où il n'y a pas de concertation sur l'ouvrage que les auteurs en auto-édition ne l'envisagent pas comme ça. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Donc oui, il y a de la concertation, oui, il y a de la réflexion, et peut-être avant de s'engager dans l'auto-édition, en déposant son texte, en choisissant une couverture qui ne vous correspond pas forcément. On peut en parler, des couvertures d'auto-édition, c'est pas si évident. Généralement, il y a un décalage entre ce qui vous est proposé en auto-édition et sur le travail éditorial actuel. Au niveau de la charte graphique, au niveau du lettrage, de la mise en page. Et parfois, c'est dommage parce que le produit avec lequel les auteurs arrivent ne correspond pas aux attentes des lecteurs actuellement. En fait, ça a été trop vite. Il y a il y a pas de patience, j'ai envie de dire, et dans le contenu et dans la forme. Et nous, c'est ce qu'on regrette un peu. Donc, en fait, il y a souvent des passages en force. Et en fait, la relation entre le libraire et les maisons d'auto-édition font qu'on ne sont pas bien établis. Parce qu'on se retrouve avec une impatience face à ces auteurs, alors que en librairie, un livre, c'est l'inverse. C'est un gros travail de fond et c'est un parcours de coureur de fond. Voilà. Un livre, c'est pas 3 mois de vie. Un livre, ça va être 2-3 ans où il va falloir le porter. Et on le dit bien à tous les jeunes auteurs qui arrivent dans des maisons d'édition confirmées et que l'on reçoit. Voilà. Moi, je pense à Catherine Akoubouaziz, qui a porté un recueil de nouvelles et qu'elle a porté pendant 3 ans. Quand on dit porter, c'est pas juste de la dédicace. C'est-à-dire qu'il faut rencontrer des lecteurs aussi dans des cercles, dans des clubs lecteurs. Selon le public auquel on s'adresse, on peut animer des ateliers d'écriture. Et c'est pareil, il faut aussi avoir le CV correspondant. On est journaliste, on n'est pas. Mais qu'est-ce qu'on apporte en savoir et qu'est-ce que je peux apporter auprès d'un jeune public, collégien, lycéen ou un public adulte, car il y a des lecteurs qui sont avides d'ateliers d'écriture. Donc il y a tout un système qui se met en place pour faire vivre l'objet que vous avez investi pour le pérenniser dans le temps. Le livre n'est pas un produit de consommation lambda comme ça. Voilà, les bons livres, les bons auteurs restent dans le temps. Voilà. Et ce rapport à l'édition, il faut imaginer qu'on arrive dans une autre boucle temporelle. C'est pas évident à recevoir quand on a déjà ce produit tout fait dans lequel on a investi personnellement, financièrement, parce que l'auto-édition, c'est un investissement. Et en fait, vous vous retrouvez avec une interaction avec un libraire qui n'a pas le même rapport au temps que vous. Voilà, et qui a des attentes, et on y reviendra, mais aussi commerciales. Voilà, le libraire n'est pas un philanthrope. Il n'a pas un espace dédié pour se faire plaisir ou pour faire plaisir aux uns et aux autres avec des attentes comme cela. Merci en tout cas pour ton point de vue, qui je pense était nécessaire. C'est vrai que la durée de vie d'un livre, on entend parler, quand je travaillais dans l'édition, on parlait des 3 mois de vie d'un ouvrage, mais pour un auteur indépendant, c'est pas 3 mois, c'est la chance qu'il a, si son ouvrage est de bonne qualité, s'il a bien mené il a validé toutes les étapes, c'est-à-dire la couverture, le résumé, si vraiment tout le contenu est bon, et qui met en vente son livre. L'avantage, c'est qu'il peut durer vraiment plus longtemps qu'une maison d'édition qui... comment ça se passe, ce rapport aux 3 mois ?
parce que pour les grandes maisons d'édition. C'est ce qu'on entend. Hein, donc, explique-nous. Alors effectivement, ça s'appelle les offices. Donc on prépare une grille, on reçoit les offices et on va donner 3 mois sur table ou en rayonnage ou en vitrine à l'ouvrage pour faire ses preuves entre guillemets. Sauf que l'éditeur se retrouve avec une contrainte de prix du papier, du carton, du transport. Et donc cette notion de 3 mois, elle commence un petit peu à prendre un autre sens. En fait, on donne plus de temps aux ouvrages. On n'a plus cette notion d'avant Covid, avec une certaine frugalité dans cet exercice de va-et-vient d'ouvrage. Donc il y a déjà un ralentissement de publication, il y a beaucoup moins de titres qui sont publiés. On va les accompagner sur plus longtemps que 3 mois. On essaye de changer le rapport au temps par rapport à l'objet du livre, l'objet livre, parce qu'il a un coût. Donc ça, c'est important de le dire. Ensuite, passer ces 3 mois, effectivement, tout ne part pas forcément. Alors, vous pouviez avoir travaillé en surnombre, c'est-à-dire vous aviez effectivement envisagé une pile et vous n'avez pas eu autant de ventes prévues. Ça n'empêche pas qu'on va pas forcément retourner toute la pile. On va quand même garder 2-3 exemplaires. Et il y a quand même des affinités avec le livre. On a des affinités avec des livres, avec des auteurs, avec des éditeurs, et on se dit il ne va pas partir dans 3 mois, parce qu'il a besoin de plus de temps. Voilà. Donc, et puis il y a des saisonnalités, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui ont misé sur une mise en place à tel moment de l'année, et nous on leur envisagé un autre moment, parce qu'on sait qu'il aurait eu plus d'espace. D'accord. Voilà. Donc on va l'accompagner autrement. Donc il y a sur certains titres une sorte de sur-mesure du libraire, ce qui fait l'intérêt des libraires indépendants. C'est qu'on n'a pas la même notion du temps et on va accompagner des ouvrages parce qu'on y tient. Et puis, quelle que soit la section, adulte ou jeunesse ou BD, il y a des livres dits de référence, c'est-à-dire de cœur, et qui ne partent pas. D'accord. Voilà, moi je peux vous citer des livres, ils ne partent pas. C'est comme ça, ils sont là, c'est notre identité, ils attendent le lecteur sur mesure, la pépite, et on va lui dédier. Voilà. Mais il y a des niches, voilà, et ça ne se justifie pas. Voilà, c'est un coup de cœur, c'est un sentiment. Et on le partage à notre équipe. Et quand on travaille les retours, ils n'y toucheront pas. Voilà, il y a des ouvrages qui sont sauvegardés comme ça parce que c'est inconcevable de les retourner. D'accord. Voilà, et c'est ce qui en fait aussi la beauté du métier. Donc oui, il y a des affinités avec le livre et des livres auxquels on s'accroche et pour lesquels il est impensable de s'en séparer. Voilà, donc c'est chouette de rentrer dans cette belle famille des livres sauvegardés par vos libraires. Voilà, mais effectivement, la notion du temps, elle change. Donc effectivement, cet office et cette frugalité de 3 mois et de retour, ça s'estompe. D'accord. Ça s'estompe parce qu'on essaye de revaloriser auprès du lecteur et auprès de nous, dans le corps éditorial également, on essaye de valoriser cet objet, de lui donner une plus-value qu'il mérite. Voilà, on était rentré dans une sorte de consommation avide de bouquins. On essaye de replacer le livre comme objet et lui redonner place, une belle place, beaucoup de dignité. Alors, je vais te poser une dernière question sur cette thématique-là pour donner un ordre d'idée aux auteurs. Alors, combien de livres tu peux vendre sur un auteur connu parce qu'on a du mal il y a une perception des quantités, on a l'impression que les libraires vendent sur chaque auteur beaucoup de livres, mais en fait, c'est des petites quantités à chaque fois de chaque auteur. Ou est-ce qu'il y a un pic, par exemple, tout le monde attend Grimaldi et que vous avez un pic de vente sur Grimaldi et que c'est un peu plus diffus? La sortie d'un best-seller permet de remotiver les lecteurs à rentrer en librairie. Ah, d'accord. Ça rappelle qu'il faut rentrer en librairie pour acheter effectivement un best-seller. Okay. Donc il y a le lecteur qui vient acheter que ça, mais généralement la visite dure et donc on va pouvoir, on espère, et généralement ça se conclut comme cela, il y a d'autres achats. D'accord. Donc pour nous c'est intéressant d'avoir aussi, on parlait de calendrier, mais en fait effectivement les éditeurs entretiennent ces publications,
On a des attentes, par exemple, alors forcément au moment de Noël, parce qu'il y a du très, très beau coffret, donc il y a des rejaquettages, ça c'est intéressant, dans l'auto-édition également. C'est-à-dire que le livre existe, comment je remotive ? Eh bien, rejaquetter, c'est important. On peut proposer un produit spécifique au moment des fêtes de Noël, un coffret, un marque-page, revaloriser l'objet, c'est ce que font les éditeurs. Donc ça, c'est des sortes de... des collecteurs, en fait, que le lecteur attend. Donc il y a ce principe-là. Donc généralement, c'est au moment des fêtes. Il va y avoir des attentes au moment des fêtes des pères, des fêtes des mères. Voilà, c'est une date aussi attendue par les éditeurs. Donc généralement, ce sont des dates pour Guillaume Musso, Marc Lévy, Bussy, etc., qui jouent sur ce calendrier-là. Et Estelle Lequette aussi. Et Estelle Lequette, exactement. Mais voilà, il y a vraiment voilà, il y a un calendrier, en fait, pour les sorties des best-sellers. Et puis la rentrée littéraire, c'est pas anodin. Ça commence fin août pour justement que les gens reviennent en librairie jusqu'en septembre. La remise des prix, octobre, novembre. Voilà, c'est important. En fait, les best-sellers vont venir créer une attractivité pour que les gens reviennent en librairie. Voilà, donc pour nous, c'est hyper intéressant. Et heureusement, c'est pas qu'une date dans l'année. Voilà, donc ça s'étale comme ça tout au long de l'année. Et ce qui fait l'intérêt pour nous. En fait, ça crée une émulation et ça tire les gens en librairie. Donc nous, on aime beaucoup. On joue le jeu. On joue le jeu parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Alors, on va passer à la deuxième partie. Alors, j'avais prévu, ton regard en tant que libraire sur l'univers du livre. Alors, est-ce que tu as des tendances que tu observes actuellement dans l'industrie du livre, par exemple, une préférence pour certains genres littéraires ? Alors, oui, il y a des tendances. Alors, il y a quand même une fidélité sur le rayon polar. Voilà, le lecteur polar, il reste un inconditionnel. Par contre, on a un phénomène avec un nouveau lectorat, qui est celui de la new romance, et qui vient clairement du livre numérique et des plateformes. D'accord, c'est très intéressant ça. Tout à fait, parce qu'en fait, on a un lectorat qui est donc qui s'alimente sur les réseaux sociaux en termes de prescription et qui a besoin quand même du support papier. Parce on revient encore sur la qualité et l'objet livre et qui va revenir en librairie pour, même s'il l'a lu en format numérique, pour l'acheter en format papier. C'est sympa, voilà. Ça, et puis il y a des attentes puisqu'il y a sur ce rayonnage de New Romance un principe de tomaison, voilà, un tome 1, un tome 2, un tome 3 et qui crée une attente chez les lectrices parce qu'on est beaucoup sur quand même sur une tranche d'âge assez jeune, young adulte et féminine. D'accord. Voilà. Donc ça c'est clairement une tendance. C'est un rayon qui n'existait pas, par exemple, avant la Covid, qui maintenant est en place en librairie. Okay. Voilà, parce que ça représente pas mal de volume. Voilà, et puis après, on a quand même une tendance pour cette rentrée littéraire de lecture plus sur le thème de l'évasion. Voilà, on est quand même sur on est sur une information actuellement continue qui est assez pessimiste et lourde. Les gens ont besoin quand même d'espace et d'évasion. D'accord. Voilà, donc effectivement, on a quand même un recul de livres un peu plombant. Voilà, on peut se le dire. Voilà. Après, il y a quand même des niches. Dans le rayon sciences humaines, on va avoir des essais, etc., qui vont accentuer et apporter un regard sur une thématique spécifique et où il y aura des lecteurs pour essayer de déchiffrer un petit peu cette actualité. Mais dans les lectures de fiction, on est plutôt sur de l'évasion. Et d'ailleurs, le rayon science-fiction se porte bien. Voilà, par exemple, tout ce qui est anticipation, évasion, fantaisie, se porte bien. Merci pour ces données qui aideront les auteurs et les lecteurs aussi. Je pense que c'est intéressant de savoir à peu près, quand on est passionné de livres, les tendances. Oui, alors, en fait, pendant que tu répondais à la question, j'avais prévu une autre question qui est intéressante parce que tu y as répondu en quelque sorte. C'était... Alors, est-ce que, autant que libraire, tu ressens que les réseaux sociaux et les communautés en ligne influencent les choix des lectures des personnes ? Beaucoup. Alors, voilà, parle-nous-en. Alors oui, clairement, les réseaux sociaux influencent les lecteurs et les éditeurs. D'ailleurs, les éditeurs vont, selon le nombre de lectures sur Wattpad, vont proposer le format papier ou non à des auteurs.
Voilà. Et ça va être la même chose concernant leurs achats, puisqu'ils font des achats aussi et ils traduisent. Et effectivement, le nombre de lecteurs sur Wattpad ou autre va influencer la publication papier. Donc oui, en fait, d'ailleurs, c'est assez déstabilisant. On a aussi des prescripteurs qui influencent le tirage chez les éditeurs. Voilà. Ah oui, Oui. Quand même. Eh ben, c'est énorme. C'est-à-dire que le libraire vient dans un second temps en prescription, mais on a un phénomène de prescripteurs sur les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus... qui sont beaucoup plus influents et qui ont un rapport d'ailleurs à l'édition, qui peuvent donner le ton sur le nombre d'exemplaires publiés. Voilà, ce qui fait que parfois même il y a des ruptures puisqu'un influenceur va en parler. Voilà, et que l'éditeur n'avait pas forcément anticipé. Voilà. Donc il y a tout un rapport d'ailleurs de travail entre un éditeur et les influenceurs, puisque pour eux c'est énorme en termes de vente. Donc si vous voulez, il faut imaginer qu'avant, les éditeurs travaillaient en prescription avec les libraires. Maintenant, les éditeurs travaillent en prescription avec le libraire et beaucoup avec les influenceurs. Voilà. Donc ils ont travaillé aussi leur contenu sur les réseaux sociaux, pour tout éditeur confondu, au niveau du format, du choix esthétique des publications, des concours, etc. Et entretiennent cette communauté d'influenceurs en envoyant des services de presse. On parlait de temporalité, mais donc on revient sur cette idée qu'on va lire en amont avant d'en parler. Donc effectivement, les influenceurs vont recevoir les services de presse pour suivre aussi ce calendrier des publications et influencer, et parler ou non du produit, du coup, puisqu'ils sont assez autodidactes. Voilà. Merci. C'est très intéressant. Hein. Donc moi, justement dans la formation que j'ai créée, j'insiste auprès des auteurs pour qu'ils soient présents, sur les réseaux sociaux. C'est très très important. Maintenant, il faut être présent autant qu'auteur sur les réseaux sociaux si notre objectif c'est de vendre nos livres. Sinon, c'est pas. Tu confirmes. Oui. Voilà. C'est un impératif. C'est là où sont présents les influenceurs, c'est là où sont présents les éditeurs, c'est là où sont présents les lecteurs. Vraiment, voilà, j'insiste sur cette présence et là vous avez le point de vue d'un libraire. Tu as répondu à beaucoup de questions déjà, donc j'en ai une dernière. Voilà, quelle recommandation ferais-tu à un auteur auto-édité qui souhaite démarcher une librairie pour mettre en vente son livre ? Quelle recommandation ? Tu as déjà fait une des recommandations tout à l'heure, voilà, mais c'était une de mes questions pour les aider. Alors, je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue avant de se faire éditer. Moi, D'accord. J'insiste qu'il faut sonder avant de se lancer dans l'auto-édition, c'est-à-dire avant d'envoyer son manuscrit et de le faire imprimer. Je pense qu'il faut être relu par diverses personnes parce que, alors moi, en tant que lectrice d'auto-édition, alors j'en lis un petit peu, hein, je ne peux pas investir tous les ouvrages qui sont auto-publiés, ce n'est pas possible en termes de temps. Il y a un concentré d'informations, comme si il y avait... En fait, il y a 10 romans possibles dans un roman d'auto-édition. C'est-à-dire qu'on surinvestit le texte comme si c'était la seule et unique chance d'écrire un livre. Et c'est dommage. Alors généralement ça s'accompagne aussi avec le style, c'est-à-dire que ça pourrait être un recueil de poésie qui est mélangé avec du roman, qui est mélangé avec du documentaire, ce qui fait qu'on a une densité de genre et de style qu'on sait que c'est un livre auto-édité. Voilà. Parce qu'on est encore dans quelque chose, un rapport au temps qui est complètement différent. C'est comme s'il y avait une seule et unique chance de se faire auto-éditer, et donc on met tout dedans. Des fois on se retrouve avec des livres énormes, quasiment pour une question de rentabilité, je ne sais pas, voilà, ou des textes qui sont plus compacts et écrits tout petits parce qu'on ne veut pas en perdre une miette, et ce qui fait que le lecteur ne peut pas se projeter. Voilà. Alors ça c'est un autre débat, mais en fait la mise en page, quand vous avez des pages qui ont un peu, des marges, où il y a des chapitres, où parfois il y a quelques lignes et une page blanche, ça aide aussi le lecteur à respirer. Voilà, il y a une question de respiration dans un livre, et c'est souvent que dans l'auto-édition, il y a peu de respiration. Et c'est dommage. C'est dommage. Alors peut-être, d'où la nécessité d'en parler en amont. Donc je disais que le libraire n'était pas un directeur éditorial, mais cependant, comme on est quand même lecteur, depuis 20 ans du coup, voire plus, on sait un peu comment ça fonctionne.
donner du temps, de l'espace et de la respiration au lecteur fait qu'il aura envie de vous lire. Voilà. Et donc le conseil qu'on peut donner, c'est qu'effectivement en demandant l'avis aux uns et aux autres, avec un panel de lecteurs différents, on n'est pas obligé de rester dans son cercle d'amis. La mise en danger, ça va être justement de proposer un manuscrit à quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de lire, avec un public divers et varié. Et au moins de prendre le temps d'écouter et peut-être de retravailler. Et je pense que dans l'auto-édition, on n'est pas forcément dans ce dialogue-là. J'ai fait, j'imprime, je donne. Eh bien peut-être il faudrait, j'écris, je demande, j'écoute, je retravaille et je publie. Aussi bien sur le texte en lui-même, et j'en reviens à ce travail de couverture, de typographie, où il faut aussi se donner le temps. Voilà. Il faut revenir à un temps pour proposer un objet, si vous voulez, qui dure dans le temps. Voilà. Et mon conseil, c'est ça. C'est que le libraire peut vous donner un point de vue, votre entourage peut vous donner un point de vue. Vous voulez vous mettre en danger. Se faire éditer et proposer un texte. De toute façon, c'est une mise en danger. On va vous aimer, on va pas vous aimer. Vous voulez accepter la critique, vous ne voulez pas l'accepter. Il vaut mieux savoir l'accepter, du coup. Donc, commencez cette mise en danger par rapport à la première lecture que vous allez proposer autour de vous et accepter le retour. Voilà. Et par ce travail, si ce travail est fait, il est d'autant plus valorisant quand vous allez parler de votre ouvrage au libraire. Oui, j'y ai travaillé. Oui, j'ai écouté. Oui, j'ai reformulé. J'ai enlevé des chapitres. C'est un sacerdoce, mais oui, il y a des auteurs qui enlèvent des chapitres. Oui, un grand auteur travaille avec un directeur éditorial. Et oui, il y a des coupes. Oui, il y a des portes qui se ferment. Oui, on remet sur un autre sentier le chemin qui était proposé ou la narration qui était proposée au départ. Parce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et en fait, un auteur est en dialogue constant avec sa maison d'édition. Voilà. Il n'arrive pas avec un produit fini et hop, c'est imprimé. Ça n'existe pas. L'auto-édition, c'est l'inverse. On arrive sur un rapport de force. J'ai fait, j'ai donné, j'ai imprimé, j'ai investi. Il faut vendre. Bien. Donc en fait, il n'y a pas de dialogue. Voilà. Et tu as fait l'inverse. En fait, tu as compris, quand tu es arrivé avec le projet, tu es arrivé avec un manuscrit, on a lu, on a gratté, on a raturé, il y a eu du crayon de papier, tu as eu plusieurs lecteurs, tu as eu plusieurs retours, tu as eu des propositions de maquettes, et puis tu as édité. Il y a eu un dialogue, ce qui change complètement la donne entre le rapport entre l'auteur en auto-édition et le libraire qui va recevoir le livre. Voilà. Mais on est quand même sur une configuration à 98%, puisque toutes les semaines, on reçoit des projets d'auto-édition où c'est un rapport de force, puisque de toute façon, le produit est donné, il est fini. Okay. Il est fini. Et on nous demande un avis. Je peux vous donner l'avis. Mais de toute façon, le produit est là, et vous devez le vendre pour revenir sur votre investissement. En fait, le rapport est faussé. Voilà. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question pour les auteurs, eux, qui veulent rentrer en maison d'édition. Qu'est-ce que tu leur conseilles, en fait? Parce que quand on sort un livre, je pense que les personnes ont tendance à croire que lorsqu'ils qu'ils sont pris en maison d'édition, la promotion va se faire automatiquement par l'éditeur lui-même. Mais moi, en tout cas, ce que je dis, c'est qu'il faut porter, même si on est en maison d'édition, porter son livre, c'est-à-dire l'accompagner comme tu dis. De quelle manière peuvent-ils s'impliquer? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux romans qui sortent et qui sont vendus à peut-être moins de 500 exemplaires en France. Pourtant, c'est des grands éditeurs. Alors, qu'est-ce que tu recommandes pour que eux aussi trouvent leur place? Parce que eux, le contenu est validé, la couverture est validée, on va dire tout le packaging, tout a été validé, ils ont été accompagnés jusqu'au bout. Et quel est le plus pour leur promotion que tu pourrais recommander? Est-ce que, comme tu disais, la présence sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as d'autres indications? Parce que tout à l'heure, tu l'as très bien dit, il faut accompagner son livre. Je pense qu'effectivement, là, en 2024, c'est de plus en plus dur de trouver de l'espace. D'accord. Parce qu'effectivement, on a une surinformation. Qui plus est, en Île-de-France. Enfin, je pense qu'il y a aussi des espaces qui sont saturés. Et ce qui n'est pas facile. Je pense qu'effectivement, quand on est en province, on a parfois une autre temporalité et plus d'espace. En Île-de-France, on a une surinformation et on a surproposition
De tout. Non, mais de tout. En fait, vous êtes surinformé pour tous vos week-ends de propositions culturelles, Oui, c'est vrai. d'expositions, de tout. En fait, vous êtes surinformé, et ce qui vous donne même l'envie de rester chez vous, tellement vous êtes en sur-tout. Voilà, vous êtes dans un flux constant de bruit, de monde, de voitures. Enfin voilà, donc on est quasiment sur un effet inverse. On a envie de se replier sur soi, sur les espaces, le temps qui nous est dédié pour nous-mêmes. Et donc c'est plus compliqué. La province, on a encore un petit peu d'espace. D'ailleurs, il y a un très, très beau phénomène autour des salons du livre en province, où ce sont des événements qui sont attendus. Voilà, donc on va parler du salon de Nancy, mais celui de Brive, ou d'autres encore, où effectivement ça va être un rendez-vous annuel avec une influence colossale, puisqu'en fait les gens attendent ce rendez-vous. En Île-de-France, il y a moins cette attente. On est sur, voilà, vous êtes entouré de Cultura, de Fnac, de librairies indépendantes. Chacun propose des dédicaces. Donc voilà, on est encore sur un flux qui est tellement dense que c'est pas facile. Donc nos recommandations, quand même, parce qu'il y en a pour l'Île-de-France et autres quand même. Déjà, c'est son réseau. C'est quand même plus sympa d'être un auteur convivial qui rayonne, qui va donner envie aux gens autour de soi de lire le livre, sans passer en force. Voilà. J'ai écrit un livre, lis-le. J'ai écrit un livre, je voudrais savoir ton avis. Enfin, il y a des façons d'approcher son entourage qui aussi permet de stimuler aussi. Parce que le bouche à oreille, quoi qu'on en dise, ça reste quand même le meilleur vendeur. Voilà. Et nous-mêmes, en librairie, il y a des titres qui décollent, qu'on n'a pas vu venir. Parce qu'il y a eu le bouche à oreille. D'accord. Ah, mais on m'a dit que... j'en ai parlé, c'est marrant, mais tout le monde le lit. Et nous, on ne l'avait pas anticipé, franchement, parce que même c'est une littérature qu'on n'attendait pas. Moi, je ne sais pas, les sœurs Riley, on ne l'a pas vu venir. Et c'est colossal. Voilà. Et clairement, c'est du bouche à oreille. Mélissa d'Acosta, si vous voulez, le premier, bon, soit... Mais c'est énorme. C'est énorme et c'est du bouche à oreille. Voilà. Et donc, on a beau dire que ça peut être effectivement les réseaux sociaux, ça peut être la prescription télé, etc. Le bouche à oreille fonctionne énormément. Okay. Et il y a quand même des auteurs qui sont excessivement généreux. Et quand on les reçoit, on comprend. On comprend que ça peut marcher. Parce qu'il y a une générosité avec les lecteurs dès le départ, une fidélité. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Et tu le fais, Estelle. Et tu l'as. Non, mais tu l'as. C'est-à-dire que les premiers lecteurs qui vont dire « Elle est super sympa. Elle a répondu au message que je lui ai envoyé par les réseaux sociaux. J'étais en dédicace. La dédicace m'a plu. Elle a personnalisé ce qu'elle a écrit sur la couverture. Ça, c'est important. Pas rentrer sur un truc bateau. Personnaliser. Entretenir une correspondance, même si c'est une fois dans l'année. Les gens... le retiennent et vous le redonneront. Voilà. Je pense qu'il faut aussi, on parlait de risque tout à l'heure, quand on a peur de ne pas se faire aimer, mais il faut aussi accepter de se faire aimer. Et les auteurs qui sont généreux, eh ben, ils ont une fidélité de leur lecteur, et je pense que tu le ressens. Oui, sûr, et tu le ressens, ils te suivent. C'est-à-dire qu'on parlait du premier livre, mais le deuxième est encore plus sensationnel en termes d'émotion, parce que, entre guillemets, ça passe ou ça casse. Et quand vous avez fidélisé un lectorat, il vous accompagnera. Il vous le dira honnêtement, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Et ils vous attendront sur le prochain. Et encore une fois, les bons et grands auteurs qui l'ont compris, eh ben, ils fidélisent. Et ils ont une communauté. Et ça, c'est important, le mot communauté, parce que il faut accepter qu'on va partager. Ça, c'est un autre sujet. Quand on partage ce livre et qu'on lui donne une vie, bah, ce texte, il vous appartient plus. Il rentre, enfin, il vous appartient plus. Oui, vous faites rentrer quelqu'un chez un autre, quoi. Vous laissez un texte, il rentre chez quelqu'un qui va le donner ensuite à quelqu'un d'autre, et c'est beau. Et effectivement, il va y avoir du jugement. Mais voilà, je pense que pour que ça marche, il faut entretenir une communauté, il faut être généreux. Et les gens le comprennent. Et je dirais même qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce système-là. Mais il faut accepter d'aimer. Je pense qu'il faut aimer et se
et se lâcher. Enfin, tu es d'accord? Oui. Je pense que créer une communauté et un réseau, faut savoir et ben donner ça aussi, ça peut faire rayonner un livre et lui donner une ampleur que vous-même vous n'attendiez Oui, c'est pas. vrai. Et on parlait de temps parce qu'effectivement on parlait aussi des 3 mois où effectivement il y a une frugalité d'informations, de plateaux, de télé, de trucs, de machin. Mais quand je parle de donner un rapport au temps et d'accompagner ce livre, et je dis bien au moins 3 ans. Il y a vraiment 3 ans, au moins 2-3 ans où il faut donner pour ce livre. Si vous créez une communauté, un réseau, et que vous faites aimer, ce livre, il sera porté. Il sera porté parce que vos lecteurs ont reçu. Donc, ils auront envie de donner aussi, et vous obtiendrez quelque chose de beau. Voilà. Merci pour ces paroles-là. Merci. Et oui, j'ajoute que tu as totalement raison, parce que moi, mon Élixir du Bonheur, mon premier roman, je l'ai sorti en fin juin 2021. Et il y a beaucoup de librairies, pour le coup, maintenant, parce que, bon, ils ont apprécié sûrement ma démarche, mais on me commande assez naturellement dans d'autres librairies de France, et c'est pas donné à tous les auteurs auto-édités. Donc oui, tu as raison là-dessus, sur la durée de vie du livre, de porter son livre. Oui, alors comme nous sommes dans une librairie, moi je voudrais profiter de ce moment-là pour découvrir des livres. Je ne peux pas rentrer dans une librairie et ne pas découvrir un livre, et vous aussi, j'en suis sûre. Donc on va demander à Christine de nous parler rapidement d'une ou deux sélections du livre du moment, voilà, pour nous donner envie. Là c'est un petit cadeau. Alors, est-ce que tu as un livre à nous proposer, une reco du moment? Alors, on parlait de passer un bon moment de lecture. Voilà, donc chez Futuropolis, La loi des probabilités de Rabaté et Ravard. C'est un ouvrage tout en bleu. L'histoire d'un homme qui a rendez-vous chez le médecin. Voilà. Il va y avoir un quiproquo, voilà, sur le diagnostic de notre personnage principal, ce qui va chambouler toute sa vie, tous ses plans. Et le voilà parti pour un voyage improbable, puisque cet homme n'a qu'une envie, c'est d'aller découvrir les baleines. Voilà. Et ça pourrait être une narration comme ça, assez lambda. Et en même temps, en fait, c'est plein d'humour. Voilà, plein de clins d'œil sur des petites situations burlesques qui font référence à l'univers de Jacques Tati, mais aussi de Hergé et d'autres humoristes. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Et en fait, on rentre dans l'intimité d'un couple lambda qui va vivre une période assez improbable. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé le propos et c'est surtout qu'il donne le sourire. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Un grand merci pour cette présentation. Voilà, merci de vraiment sincèrement pour tout ce que tu nous as apporté, parce que c'est pas évident de décoder les codes de l'univers de l'édition, et je pense que d'avoir fait le choix d'interviewer un libraire, c'était vraiment vraiment enrichissant. Vraiment tu m'as appris beaucoup de choses, et je pense que tu as appris aux auteurs et aux lecteurs aussi beaucoup de choses sur l'univers du livre. Donc un grand merci, et n'hésitez pas à vous rendre à la jolie librairie Open 4 Livres à Hyères, dans le 91. Donc si vous êtes dans le coin, faites un tour dans cette jolie librairie et vous retrouverez la reco du moment. À très vite. Au revoir.